Le Fonds monétaire international FMI encourage le gouvernement congolais à diversifier les sources de financement de son économie nationale et recommande à Kinshasa de consolider ses recettes fiscales en mettant un accent particulier sur les ressources internes. Cette institution de Bretton Woods estime que la croissance des activités non minières en RDC devrait plus que doubler en 2019. Telles sont les conclusions des experts du FMI à l'issue d'une mission de 15 jours effectuée en RDC, principalement à Kinshasa et à Lubumbashi. 502 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe globale approuvée par la Banque mondiale pour soutenir le projet multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo, annonce faite récemment par les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour les deux Congos lors d'un point de presse organisé ici à Kinshasa. Mais le décaissement de ces fonds attendra la mise en place du nouveau gouvernement. Et puis Deo Rugwiza Maguera, directeur général de la DGDA, honoré par Segabelou, vainqueur de la première édition de Football Business Challenge. Le comité sportif de la douane congolaise, très en forme, lui a remis les trophées dans une cérémonie un peu spéciale. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi cette chaîne pour suivre ces nouveaux numéros du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et des développements en République démocratique du Congo. Face à la baisse anticipée des recettes minières qui risquent de ralentir la croissance du PIB congolais, selon Jeune Afrique, une mission du Fonds monétaire international FMI a recommandé à Kinshasa de consolider ses recettes fiscales tout en encourageant la diversification de l'économie. Après 15 jours de mission en RDC débuté le 22 mai 2019, cette équipe de l'institution de Bretton Woods a rendu public le 5 juin dernier son rapport sur la situation du pays dans lequel elle préconise des ajustements de politique économique et financière. Conduite par Mauricio Villafuerte, cette mission a indiqué que la stabilité macroéconomique de la RDC a continué à se consolider en 2018 grâce aux politiques macroéconomiques prudentes mises en place depuis mi-2017. Selon son rapport, la croissance des activités non minières devrait plus que doubler en 2019 en raison de la hausse des investissements publics et de l'optimisme post-électoral. Cette mission de consultation au titre de l'article 4 pour la RDC, la première depuis 2015, a été rendue possible grâce à la rencontre en mars dernier à Washington DC entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour le Congo, Jean-Christophe Carré, a tenu une conférence de presse vendredi 7 juin dernier pour annoncer la nouvelle politique des financements de projets par la Banque mondiale pour les prochaines années en République démocratique du Congo. Il a annoncé que l'institution de Bretton Woods vient d'approuver un financement en faveur du projet multisectoriel de nutrition et de santé en RDC pour une enveloppe globale de 502 millions de dollars américains. Michel Wangui et Étienne Koumba. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le 28 mai 2019 un financement en faveur de la République démocratique du Congo pour un coût global de 502 millions de dollars américains. Ces fonds sont destinés pour ces projets qui entendent réduire la prévalence des retards de croissance en fournissant des services communautaires et primaires de soins de santé et de nutrition dans 9 provinces de la RDC, dont le Kwilu, le Kasaï central et le Sud Kivu. Des provinces confrontées, selon la Banque mondiale, à la malnutrition, notamment à cause de la démographie plus élevée. Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale pour les Congo, donne le contour de ces projets. On a maintenant la certitude que l'investissement dans la santé, dans l'éducation
Et donc la qualité du capital humain sont absolument déterminants dans la croissance future d'un pays, et qu'un pays ne doit pas seulement penser à investir dans ses infrastructures ou exploiter ses ressources naturelles. En vérité, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui est essentiel pour le développement d'un pays, ce sont les gens, et qu'il faut investir dans les gens, et ça commence, et c'est pour ça qu'on parle de nutrition ce matin, dès la petite enfance, dès les 1000 premiers jours. Voilà. Le représentant de l'institution de Bretton Woods a indiqué pour ce projet ou pour d'autres que la Banque mondiale ne vient qu'en appui. La responsabilité incombe au gouvernement congolais qui doit mettre en œuvre des politiques adéquates dans tous les secteurs de la vie nationale. Une institution de développement comme la nôtre, malgré sa taille, on ne peut pas tout faire. C'est au pays de prendre son destin en main. Nous, on est là pour accompagner, pour donner une sorte d'impulsion. Mais c'est le pays qui doit dire, nous, on ne veut plus qu'il y ait de malnutrition dans notre pays. Nous, on est une institution de développement, on peut apporter de l'argent, c'est notre métier, et des conseils techniques. Mais la troisième chose très importante, c'est que en face, dans les pays, il faut qu'il y ait du leadership. Il faut que les gens, il faut que les dirigeants, il faut que la population, ils aient envie de le faire. Nous, on ne peut pas avoir envie à votre place. Il faut que ça vienne. Et cette question de leadership, c'est la plus importante. L'argent et la technique, ça ne peut pas tout faire. Le projet a 3 étapes et s'étale pour une durée de 15 ans. Il n'entrera en action qu'après son adoption par l'Assemblée nationale, étant constitué à la fois d'un crédit et d'un don. Jean-Christophe Carré promet pour les prochaines années une meilleure collaboration entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais dans le renforcement du capital humain, les réformes économiques nécessaires pour bénéficier des appuis budgétaires et l'amélioration du climat des affaires, afin d'attirer des investissements privés. Organisation du 12 au 15 juin 2019 de la 6e édition de la Semaine française de Kinshasa à l'hôtel Pullman, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui l'organise en partenariat avec l'ambassade de France en RDC, les conseillers du commerce extérieur de la France ainsi que l'Agence française de développement a choisi le thème diversification et transformation, un nouvel élan économique. À ce sujet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, Ambroise Chiyoyo, a déclaré le mercredi 5 juin 2019 au cours de la conférence de presse de l'annonce de cet événement qu'ils ont volontairement axé ces assises sur les transformations immédiatement nécessaires de l'économie en vue de faire de la RDC un modèle de développement et de prospérité. La Proparco, filiale de l'Agence française de développement dédiée au financement du secteur privé, va présenter durant la semaine française son projet Choose Africa de 2,5 milliards d'euros pour financer sur le continent le PME, TPE et start-up africaines. Le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Le thème choisi a été la pollution de l'air atmosphérique. Ce problème est mondial et a des conséquences non moins négligeables sur le plan humain. Une étude la juge responsable de près de 800 000 morts par an en Europe et 8,8 millions dans le monde. Entre 40 et 80% de ces décès prématurés sont dus à des maladies cardiovasculaires, estime le chercheur qui publie leurs travaux dans la revue européenne Art Journal. L'étude publiée est essentiellement consacrée à l'Europe, mais ces auteurs ont également appliqué leur méthode de calcul à l'ensemble du monde. Ils arrivent au chiffre astronomique de 8,8 millions de morts causées par la pollution de l'air en 2015 sur l'ensemble de la planète, dont 2,8 millions pour la Chine. Des précédents travaux chiffraient plutôt le total mondial à 4,5 millions. En moyenne, la surmortalité mondiale attribuée à la pollution de l'air par cette étude est de 120 décès par an pour 100 000 habitants. Puisque les enjeux environnementaux sont au centre des débats, c'est aussi une occasion pour nous de vous vulgariser les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État qui relèvent du secteur de l'environnement.
Recettes encadrées et ordonnancées par la DGRAD conformément à l'ordonnance loi du 13 mars 2018 portant nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. Michel Wangui-Lokwa nous énumère ces actes générateurs du domaine environnemental. Taxes sur le permis d'exploitation des produits et sous-produits de la faune sauvage. Capture, abattage, importation, exportation ou réexportation et de la flore sauvage, récolte, exportation d'espèces végétales ligneuses et non ligneuses, grimes et boissiers. Taxes sur les certificats de légitime détention de produits de la chasse, animaux totalement ou partiellement protégés, autres animaux, trophées. Taxes sur les installations classées de catégorie 1A, A, taxes d'implantation, B, taxes rémunérateurs annuelles, C, taxes de pollution. Taxes à l'exportation, A, sur délivrance d'un certificat phytosanitaire, B, sur délivrance de certificats d'origine. Quotité du trésor public sur la taxe de déboisement. Permis de coupe de bois industriel. Redevance sur la superficie concédée. Taxe d'inventaire et de reconnaissance forestière. Taxe d'homologation d'une organisation non gouvernementale nationale ou internationale. Taxe sur la délivrance d'une autorisation d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'œuvre. La lutte contre la corruption fait partie des recommandations essentielles formulées par l'Assemblée plénière du Conseil économique et social lors de la session ordinaire du mois d'avril qui s'est clôturée le mercredi 5 juin 2019 au Palais du Peuple. Dans son allocution solennelle de la clôture de la session, le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a encouragé les différents courants politiques à proposer des profils de membres de la nouvelle équipe gouvernementale répondant à des critères stricts de compétences et d'intégrité permettant ainsi un fonctionnement harmonieux et une collaboration efficace dans la réalisation de la vision imprimée par le chef de l'État, Jean-Luc Suekama. Tout en saluant la nomination du Premier ministre, nous formulons le vœu de voir les différents courants proposés des profils des membres de la nouvelle équipe gouvernementale répondant à des critères stricts de compétence et d'intégrité et permettant ainsi un bon fonctionnement harmonieux et une collaboration efficace dans la conduite de la réalisation de la vision imprimée. Il y a plusieurs urgences qui s'imposent et parmi celles-ci, le Conseil économique et social par ma voix continuera à prioriser la restructuration de notre système éducatif. Une université ou une école n'est pas uniquement des bâtiments modernes, mais c'est surtout la qualité de son contenu. Ceci est aussi vrai pour un hôpital, qui ne peut s'évaluer qu'à la vue de son bâtiment moderne, mais surtout plutôt par la qualité de ses médecins. Nous devons repenser notre système éducatif pour l'adapter à nos réalités économiques, sociales et culturelles. Dans l'entretemps, et au regard de l'actualité, certains sujets demandent une attention soutenue et dans l'urgence. Il s'agit de toujours la menace sécuritaire à l'Est, l'encadrement et l'éradication de l'épidémie Ebola, la réflexion sur les initiatives d'intégration régionale à aligner avec un plan de développement stratégique à même d'assurer notre compétitivité et les intérêts supérieurs de la nation. La digitalisation et mutation technologique de la société, la pression fiscale et le rôle du secteur privé comme créateur d'emplois. Les commissions permanentes ad hoc et mixtes instituées ont finalisé la majeure partie des thèmes retenus dans l'agenda de la session, en opérant un agencement dû par la force des choses, calendrier national oblige. Dans la rubrique des travaux abattus durant cette session, nous épinglons essentiellement l'adoption par l'Assemblée générale réunie en plénière des avis qui seront bientôt disponibles et qui portent sur la problématique de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, l'émergence de la classe moyenne
congolaise en République démocratique du Congo, la problématique du transfèrement des eaux du bassin hydrographique du Congo vers le bassin de la Tchad, le fameux projet Transavoie, la formation technique et professionnelle, stratégie d'amélioration de l'employabilité et des résorptions du chômage des jeunes. Que comprendre par les assurances? Quelle est leur histoire en RDC? Quel impact socio-économique les assurances peuvent-elles avoir? Quel est le cadre juridique du secteur des assurances en RDC? Et quel rôle joue l'ARCA dans le processus de libéralisation du secteur? À toutes ces questions et tant d'autres, voici les réponses dans ces documents qui nous proviennent du service de communication de l'ARCA. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Nous définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance, l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire, nous avons de nouvelles sociétés d'assurance ? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable,
conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché, pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel Et le marché est ouvert. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Autre chose à présent, la corruption en RDC, à en croire de nombreux rapports publiés par des organisations de la société civile, a atteint son paroxysme. Cette situation empoisonne depuis plus de 2 décennies l'économie nationale. Le pays est pris en otage par un groupe d'individus qui consomment le gros de ressources mobilisées au détriment de la majorité de populations qui croupissent dans la misère la plus noire. Cette situation inquiétante a révolté les coordonnateurs de l'intersyndicale nationale qui a d'ailleurs interpellé les autorités du pays face à cette injustice sociale dont est victime la majeure partie de la population congolaise. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai 2019. Cette injustice sociale est également condamnée par toutes les religions du monde, y compris l'islam. Je vous propose de suivre ces messages de l'islam condamnant la corruption. Nous allons citer quelques-uns. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous êtes détourné des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets et qui les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, l'autre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire, le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Donc c'est une menace grave. Si la justice élève une nation, comme le dit un adage populaire, il faudrait aussi déduire que l'injustice rabaisse une nation. Du fait que la corruption soit devenue monnaie courante en République démocratique du Congo, le christianisme dénonce aussi ces comportements qui vont à l'encontre de la justice divine. Si tu es magistrat, tu dois être un magistrat, un juge différent. Pas un juge corrompu ou qui demande la corruption. Dis le droit. Dis la loi. Et ne te laisse pas corrompre par les présents des magistrats. Écoutez, je me demande, vous, chers magistrats, comment tu fais pour vivre en paix aussi longtemps que cet innocent que tu as envoyé en prison croupi et sa famille est déstabilisée. Son épouse est peut-être dehors. Ses enfants sont perdus dans la nature. Le pauvre monsieur, le pauvre innocent, en train de souffrir en prison. Toi, tu es en paix. Et tu viens à l'église et tu élèves les mains. Jésus, Seigneur, Dieu est juste. Dieu est juste, frère. Le sang de cette dame qui pleure parce que son mari coupé en prison retombera sur toi. Et Dieu rendra justice. Dieu rendra justice, cher magistrat. Suis-je en train de parler à un juge? Dieu te voit, frère. Continue à vivre comme ça, tu vas payer de ta vie. Tu vas le payer, je te dis. Oui, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu es un avocat, tu dois être un avocat différent. Et comme je disais, le comble, c'est que les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes qui remplissent nos églises dimanche après dimanche, les mêmes personnes qui se méconduisent de lundi à vendredi. Le dimanche, ils sont là. Ils élèvent leurs mains. Ils dansent pour le Seigneur. Et ils donnent des offrandes. Ils donnent des dîmes. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses acheter Dieu? Tu crois que Dieu est corrompu comme toi? Dieu n'est pas corrompu. Tes offrandes sont souillées. Tes offrandes ne sont pas agréées de Dieu. Ça ne sert à rien que tu amènes des offrandes. Ça ne sert à rien que tu payes ta dîme aussi longtemps que tu vis dans la compromission, dans la corruption. Tu te laisses corrompre. On t'a corrompu et cet argent sale, c'est avec ça que tu viens donner les offrandes. Tu enlèves la dîme de la corruption insensée. Dieu est juge et juste. Tu ne peux pas amener la dîme de la corruption. Frère, tu te moques de Dieu. L'avènement d'un nouvel ordre politique sous le leadership visionnaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourrait changer les choses dans ces pays extrêmement riches en ressources naturelles et humaines. Entre la corruption et la fraude, il n'y a qu'un pas. La fraude, justement, est un fléau à éradiquer absolument au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Et dans le cadre de notre rubrique mots économiques du jour, la rédaction de l'agence Galaxy Media a choisi de vous expliquer le mot fraude. Selon la définition tirée du Centre national des ressources textuelles et lexicales, la fraude est l'action de tromper, d'abuser autrui en contrevenant au règlement, d'employer la ruse pour le mystifier. Dans une autre définition, la fraude est expliquée comme un acte accompli en vue de porter atteinte délibérément aux droits et intérêts d'autrui. Lorsqu'on parle fraude à la loi, cela peut être compris comme un acte juridique accompli en vue d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. Ce qui est souvent fréquent avec la complicité des avocats, fiduciaires ou conseillers fiscaux. Sur le plan pénal,
c'est une tromperie, acte de mauvaise foi par lesquels on lèse quelqu'un en se soustrayant au règlement. Qu'entendez-vous à présent par fraude fiscale? Eh bien, juridiquement parlant, la fraude fiscale se définit comme la soustraction illégale à la législation fiscale de tout ou partie de la matière imposable d'un contribuable. En d'autres termes, le fraudeur paye peu ou pas d'impôts ou taxes en ayant recours à des moyens illégaux comme la corruption, qui est un acte criminel puni de longues peines d'emprisonnement. Illustration. Vous avez une entreprise et vous employez 30 agents éligibles au paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations en tant que redevable réel. Vous, en tant qu'employeur et redevable légal, au lieu de déclarer à l'administration fiscale 30 agents, vous ne déclarez que 15 agents. C'est un cas flagrant de fraude parce que vous voulez payer peu par rapport à ce que vous devez réellement au trésor public via l'administration fiscale. La fraude est diabolique, elle tue l'économie d'une nation. Voilà des actes criminels à réprimer très sévèrement, comme ça se passe ailleurs, sauf peut-être au Congo-Kinshasa où on s'amuse avec le fisc. Peut-être que les nouvelles autorités s'engageront à réprimer et à décourager tous ceux qui recourent à la fraude en les mettant tous derrière les barreaux. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Elle doit être appliquée dans toute sa quintessence chez nous pour que la fraude cesse d'être perçue comme un sport national en RDC. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, place à présent à l'actualité internationale. Selon la Banque mondiale, le nombre de pays pauvres s'est fortement réduit sur la planète, mais les perspectives s'annoncent rudes pour le dernier carré, à en croire cette institution de Bretton Woods qui leur consacre un chapitre spécial dans ses dernières prévisions économiques publiées mardi 4 mai dernier. Le monde compte cette année 34 États classifiés à bas revenus, c'est-à-dire affichant un revenu annuel par habitant égal ou inférieur à 995 $ américains, soit 885 €, révèle Le Monde dans sa version en ligne. En 2001, ils étaient encore au nombre de 64. Dans l'intervalle, près de la moitié a donc rejoint les bataillons des économies dites à revenus intermédiaires, a indiqué ces mêmes médias. Porté notamment par la croissance rapide, le pays exportateur de pétrole, de gaz ou d'aluminium ont ainsi tiré profit du super cycle de matières premières qui a vu le cours de l'énergie et des métaux plus que tripler en 2001 et 2011 et le prix de produits agricoles augmenté de près de 150%. Sacrée championne de la première édition du championnat Football Business Challenge organisé par l'agence de communication Métronome au mois de mars dernier. L'équipe de la DGDA ne lésine pas sur les efforts à fournir pour remporter de prix. Le comité sportif de la douane congolaise est allé remettre au patron de la douane congolaise, Deorugwiza Maghera, le trophée remporté à l'occasion de ces championnats. La cérémonie s'est déroulée jeudi 6 juin 2019 à la direction générale de cette régie financière. Reportage de Patience Fumilia Bokole et Fanfan Makito Doma. Ce championnat des mini-foot, un football particulier nouvellement créé par la FIFA, avait mis aux prises 11 équipes des entreprises publiques et privées. Grâce à son savoir-faire et les moyens mis à sa disposition, l'équipe des Gabelou a été sacrée championne de cette première édition du championnat Football Business Challenge. Pour rendre compte aux autorités douanières des exploits réalisés lors de ces tournois,
Le comité sportif de la DGDA, dirigé par John Vita, est allé remettre officiellement le trophée remporté au directeur général Deoru Guiza Magera, en présence de Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières, Belito Belli, directeur coordonnateur, et le président de la délégation syndicale nationale, Désiré Itegua. Fier de cette performance, le directeur général Deoru Guiza Magera a promis de ne ménager aucun effort pour soutenir les activités sportives au sein de sa régie financière. Pour lui, la devise « toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui » se concrétise aujourd'hui dans les domaines sportifs. Il les a tous encouragés à poursuivre le même élan et porter haut l'étendard de la DGDA partout où ils seront. Quelles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa au samedi 8 juin 2019? La réponse dans ce récit de Philo Cholet Bapeke Nkani. Les prix des différentes denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les différents marchés de Kinshasa. Hausse des prix du sucre sur les différents marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 50 kg qui coûtait 59 000 francs congolais il y a de cela une semaine coûte actuellement 63 000 francs congolais, soit une augmentation de 4 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tendance au marché central où ces mêmes sacs de sucre est passé de 60 000 francs congolais à 64 000 francs congolais. Hausse également au marché Zigida où le produit est passé de 60 000 francs congolais à 63 500 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il est passé de 61 700 francs congolais à 63 700 francs congolais. Cette hausse de prix du sucre est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa qui s'explique par l'entretien et nettoyage de machines de l'usine de Kwilungongo durant cette période. Pour le maïs, le prix d'un sac de 100 kg a connu une hausse passant de 100 000 francs congolais à 115 000 francs congolais, soit une hausse de 15 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il est passé de 90 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Hausse également au marché Zigida où le prix est passé de 100 000 francs congolais à 110 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de plus. Selon certaines sources contactées sur les lieux, cet envolé du prix du maïs est dû à sa rareté sur les marchés de Kinshasa. Légère hausse des prix du poulet sur les marchés de Kinshasa. Le prix d'un carton de poids 13 a connu une légère hausse. Il est passé de 51 000 francs congolais à 51 300 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Légère hausse également au marché central où le prix est passé de 49 500 francs congolais à 50 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida où le même carton de poulet poids 13 est passé de 51 600 francs congolais à 52 000 francs congolais. Stabilité de prix, par contre, au marché Gambela, où le même produit a maintenu son prix de la semaine passée à 52 350 francs congolais. Du côté du poisson chinchard, le prix d'un carton de 18 plus 30 kg a connu une hausse. Il est passé de 86 500 francs congolais à 88 000 francs congolais au marché de la Liberté. Hausse également au marché central, où le même produit est passé de 87 600 francs congolais à 89 000 francs congolais. Au marché Zigida, un carton de poisson chinchard qui coûtait 87 200 francs congolais, il y a de cela une semaine, se vend à 87 000 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il coûte 88 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon de prix avec le manioc. Les prix d'un sac de manioc en provenance de Kwilu a coûté 89 000 francs congolais au marché de la Liberté, 87 000 francs congolais au marché central, 86 000 francs congolais au marché Zigida et 85 000 francs congolais au marché Gambela. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 3 au samedi 8 juin 2019 sur le principal marché de Kinshasa.
Voyons à présent du côté de l'Institut national de la statistique INES qui a collecté et publié les informations relatives à l'indice de l'inflation hebdomadaire du 3 au 8 juin 2019, rendu de Muriel Makissi-Loutine. Le service des transports et viandes à la base de la légère hausse des prix sur les marchés. L'inflation de la semaine consécutive à la légère hausse des prix des services de transport aérien, des produits pour l'entretien et la réparation courante du logement, des viandes, des poissons, des céréales et des boissons alcoolisées importées. L'inflation hebdomadaire du 3 au 8 juin 2019 est de 0,071% au niveau national et 0,064% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 1,8131% au niveau national et 1,854% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,147% au niveau national et 4,240% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 3,856% au niveau national et 3,589% à Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 7 juin 2019 un dollar américain à 1642,66 francs congolais, un euro à 1848,37 francs congolais et un franc CFA à 2,81 francs congolais. Au samedi 8 juin 2019, au parallèle, le taux était à 1640 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1664 francs congolais, le dollar précisément au niveau de la place Sabena au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais, même taux observé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à Matadi, dans la province du Congo central. Le roi dollar s'est négocié à 1630 francs congolais. À Kolwezi, dans le Lualaba, la devise américaine s'échangeait à 1635 francs congolais, 1640 francs congolais à Isangi, dans la province de la Chopo. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où un dollar américain s'échangeait à 1650 francs congolais. On prend à présent le nouvel de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 8 juin 2019. Ruben Mayoni, Ntiaki Yonga. Après la baisse de la semaine passée, le prix du baril de l'or noir a affiché une hausse de 1,57% à Londres, à 63,21 $ américains, tout comme à New York d'ailleurs, où le même baril a coûté 53,94 $ américains, soit une hausse de 1,58%. Pour la deuxième semaine consécutive, la tonne du cuivre est en baisse de 1,09%, se négociant à 5 790 $ américains. Celle du cobalt est également en baisse de 3,12%, se vendant à 31 000 points. L'once d'or, de son côté, est en légère hausse de 1,71% pour se situer cette semaine à 1341,90 $ américains. Côté céréales, les clignotants sont au vert. La tonne du maïs est en hausse de 0,24%, se vendant à 416 $ américains. Celle du riz est à 11,73 $ américains, en hausse également de 0,69%. La tonne du blé est en hausse de 2,80% à 505 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café de son côté a coûté 101 $ américains, soit une hausse de 1,87%. Celle du cacao s'est vendue à 2478 $ américains, en forte hausse de 3,21%. Et enfin, la tonne du coton a fini la semaine en forte baisse, se vendant à 66 $ américains.
L'évolution technologique dans le secteur de la communication est fulgurante. On évoque déjà l'avènement de la 5G dont on vante les avantages, mais ces sauts technologiques n'est pas sans conséquences sur la santé des personnes, comme l'ont relevé nos confrères allemands sur les conclusions de leur enquête que nous vous proposons de suivre. La 5G, danger pour notre intégrité physique. Quiconque pense que passer de la 4G à la 5G est une prochaine étape comparable au saut de la 3G à la 4G s'expose à une énorme erreur. Parce que la 5G représente un gigantesque saut quantique et la plus grave intervention humaine dans la nature et dans toute l'histoire de l'humanité. Pour installer la 5G dans toute l'Allemagne, il faut environ 800 000 nouveaux émetteurs. La 5G nécessite un développement d'infrastructures d'une ampleur jamais vue auparavant. Pour la 5G, les opérateurs des zones urbaines doivent installer une antenne de téléphonie mobile à fort rayonnement tous les 100 mètres environ. Quelle forêt d'antennes! Quel tsunami de rayons! Pour que la 5G ait un pouvoir de pénétration suffisant malgré le rayonnement à ondes courtes, la puissance d'émission doit être augmentée jusqu'à 1000 fois. La 5G signifie donc deux choses. Premièrement, des antennes à micro-ondes omniprésentes. Deuxièmement, une augmentation dramatique de l'intensité du rayonnement. Cette augmentation exponentielle de l'irradiation forcée de toute la population est une expérience irresponsable sur la santé humaine. Dès 2011, l'OMS a classé la téléphonie mobile dans la catégorie 2B, celle des substances probablement cancérigènes. Sur la base des études scientifiques les plus récentes, des scientifiques renommés exigent même la classification au niveau 1 comme cancérigène. Les dangers de la technologie 5G sont devenus évidents à la fin du mois d'octobre 2018 à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours d'un test de la 5G, au moins 298 oiseaux sains sont tombés morts du ciel. Des témoins oculaires ont signalé que les canards se comportaient également de façon étrange et essayaient constamment de garder la tête sous l'eau. Au parc de Huygen, à La Haye, environ une semaine après la mort des premiers oiseaux, plus d'une centaine d'étourneaux sont tombés morts des arbres lors d'un autre test de la 5G. Conclusion 1. La 5G représente une menace considérable pour l'intégrité physique des humains et des animaux. Deuxièmement, la 5G, danger pour la vie et pour notre liberté. Cette forêt mondiale d'antennes à micro-ondes et les puces RFID, qui doivent être intégrées dans tous les objets, permettent que tout soit mis en réseau et que tous les objets communiquent entre eux. On parle des objets connectés. Tom Wheeler, ex-président de la Federal Communication Commission, FCC, le résume comme suit. Des centaines de milliards de micropuces fixées sur des produits allant du flacon à pilule aux arroseurs automatiques de pelouse. Nous devons mettre de côté l'idée que l'avenir de la 5G sera réservé aux zones urbaines. La révolution 5G touchera tous les coins de notre pays. Si quelque chose peut être connecté, ce sera connecté. L'ordinateur, le microphone et la caméra de l'ordinateur doivent aussi être connectés, et ainsi un système de surveillance totale entre dans nos maisons. Le réseau 5G peut voir à travers les murs et les maisons et conduit à un contrôle digital de chaque personne. Cependant, cette surveillance ne s'étendra pas seulement à notre propre maison, mais la 5G permettra également une surveillance complète de l'ensemble du paysage, puisque la 5G rend possible le réseau mobile. Chaque point mobile peut être surveillé. Nos maisons doivent devenir des prétendus smart homes et les villes doivent devenir des smart cities. Tout est connecté digitalement par micro-ondes et nous sommes prisonniers d'un réseau de micro-ondes qui nous paralyse spirituellement, psychologiquement et physiquement. Au cours de cette folie de la digitalisation, l'argent doit aussi être digitalisé
c'est-à-dire qu'on cherche à convaincre les citoyens avec de faux arguments que l'argent liquide est dépassé. Dès que tout sera digitalisé et que l'Internet des objets sera connecté au monde réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain. Conclusion 2. La 5G ouvre la voie à une dictature de la surveillance dont même George Orwell n'aurait pu imaginer l'ampleur. Chers téléspectateurs, les médias de masse ayant jusqu'à présent caché ces contre-voix à la population, cette émission n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un appel. Car au printemps 2019, les fréquences seront mises aux enchères par l'Agence fédérale des réseaux. L'objectif est que 98% des ménages soient connectés au réseau 5G d'ici fin 2022. C'est pourquoi nous vous prions de soutenir notre appel au réveil en envoyant cette émission maintenant au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances par le biais du lien. Pour en savoir plus sur la technologie 5G, consultez notre série sur la 5G. De cette façon, vous pouvez aider activement à réveiller votre environnement immédiat et à créer un puissant contre-mouvement commun. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis dans la ville de Chikapa. Nous sommes dans la province du Kasaï. Merci à Muriel Makese, Landrine Nyangui et au grand réalisateur Guilain Mouzembe de Gonzac. Au revoir.